de comportement, donc des types de comportement, et à partir de là, l'aimantation aussi, à partir des corps ferromagnétiques, diamagnétiques et paramagnétiques, on peut avoir des types d'aimantation qui est très variable aussi. Donc on vous dit ici que lorsqu'une roche ou un matériau artificiel archéologique ou un artefact عندنا artefact je m'entends artefact من الحاجات اللي ما نسحقوهاش un matériel archéologique lorsqu'on étudie les corps magnétiques, par exemple le minerai de fer, comme les minerais de fer par exemple à 50 mètres de profondeur, minerai à 50 mètres à 100 mètres de profondeur, ou comme par exemple à 1 mètre, 2 mètres, comme magnétique à 1000 ans, 2000 ans, 3000 ans, 3000 ans par rapport, au, par rapport à notre année, par rapport à notre époque. Voilà, donc c'est des champs, les artefacts sont des champs créés par les poteries, les briques de feu, les civilisations anciennes. Voilà, donc ces champs acquièrent une alimentation, celle-ci est parallèle à la même chose, cette alimentation est parallèle au champ magnétique ambiant. Et vous avez aussi des champs, une alimentation aussi due à la formation de roches, qui donc c'est soit effusives, soit des roches sédimentaires. Donc à partir de là, on voit que les choses sont très très compliquées. Donc à partir, chaque source a sa propre alimentation. Donc les gens qui s'intéressent au géomagnétisme, à partir de là, à partir des analyses de laboratoire et des analyses des alimentations, donc cette migration va créer une alimentation particulière. Donc on peut arriver à voir l'âge de la chambre mathématique, l'âge de la roche qui est la surface va se porter. Donc dès qu'elle s'est refroidie, donc elle va acquérir une alimentation particulière. Vous avez aussi une alimentation vraiment détritique, due aux roches détritiques. Les roches détritiques, ça vous le connaissez. Vous avez une alimentation rémanente chimique due aux compositions chimiques. Par exemple, si vous avez des fluides, comme de l'eau, des hydrocarbures religieux à une roche, donc ça va créer des réactions chimiques et ces réactions chimiques vont créer un champ magnétique aussi. Vous avez aussi une alimentation rémanente isotherme due à un phénomène isothermique, voilà, thermique, toujours par rapport à un phénomène thermique aussi. Vous avez une alimentation rémanente visqueuse due à des fluides visqueux qui reflètent. C'est vrai que les choses, vous pouvez voir que les choses sont, des fois, se rapprochent les unes des autres. C'est pour ça que je vous dis ici à faire. Donc, je vous demande de donner sous forme de compte rendu. Vous allez chercher sur Internet et préparer quelque chose. Mais chez la semaine prochaine, d'ici 15 jours ou la fin, donc il n'y a pas de souci, d'ici la rentrée. Donc, vous allez me rendre un rapport qui définit ces différentes formes d'alimentation. Vous allez chercher sur Internet et vous allez préparer un rapport par rapport à ça. Voilà. Donc, à faire définir ces différentes formes. Ces différentes formes, vous allez les développer. Ça va les jeunes? Ça va. Très bien. Oui, ça va. Très bien. Bon, puisqu'on parle d'alimentation vraiment, on va un petit peu restituer ces choses. Comment a évolué les plaques tectoniques au fil des âges géologiques. Donc ici, vous avez les deux types de sciences qui utilisent l'alimentation rémanente, c'est-à-dire les enregistrés flash, c'est l'archéomagnétisme et le paléomagnétisme. يعني نقول لكم صح l'archéomagnétisme انا درتها بالعاني هنا dans le sens c'est du paléomagnétisme en quelque sorte, il y a un paléomagnétisme. Mais l'archéomagnétisme il est utilisé par les archéologues lorsqu'ils veulent restituer les âges proches de notre âge, c'est-à-dire que par exemple en 2020 يحبوا يشوفوا واش صرا في 1800 في 1700 في 1600 par exemple lors du séisme à Gourette en 1891 ou lors d'un séisme ancien à Alger en 1715, etc. Donc là, on utilise plutôt de l'archéomagnétisme, c'est-à-dire qu'on cherche l'alimentation rémanente due aux poteries, due aux civilisations anciennes et restituer un petit peu le champ magnétique ou les champs géomagnétiques ou la direction du champ magnétique fait qu'il est fort. Mais si vous voulez aller encore plus loin,
si vous voulez voir les temps anciens, il y a des millions d'années, comment s'est formé la limite des plaques tectoniques entre l'Afrique et l'Europe, le moment de la formation d'une roche du Jurassique, etc. Donc là, il faut plutôt aller vers le paléomagnétisme, c'est-à-dire voir l'aimantation rémanente d'une roche particulière au moment de sa formation, c'est-à-dire il y a des millions d'années de cela. On s'intéresse au paléomagnétisme, si je veux être plus grossier, on s'intéresse à l'alimentation rémanente d'une roche particulière, et l'archéomagnétisme, on s'intéresse plutôt à l'alimentation rémanente due aux poteries, tuiles et briques. C'est-à-dire les pièces qui sont à la surface du sol. Des fois, la surface du sol, des fois, à 1 mètre, 2 mètres en plus en profondeur. Par exemple, l'époque romaine, tu fais les poteries, tu peux assez lourd. Une poterie, vous pouvez étudier son champ magnétique et voir un petit peu le moment de sa formation. Qui veut former la poterie avec, qui veut qu'un champ magnétique avec le moment. Avec le moment, donc vous pouvez restituer le champ magnétique de 2000 années, 3000, 4000 années. Si vous voulez avoir des indications sur des millions d'années de cela, donc là, il faut vraiment aller au paléomagnétisme, c'est-à-dire étudier l'aimantation rémanente d'une roche. Donc c'est ce qu'on vous dit ici. On dit que cette discipline de la recherche pour l'archéomagnétisme s'appelle le paléomagnétisme, donc en général, lorsqu'elle s'intéresse aux artefacts géologiques, aux poteries, là on va appeler archéomagnétisme. Donc, chez nous, les gens qui s'intéressent au domaine minier ou la tectonique, pour résoudre un petit peu des problèmes tectoniques ou là des problèmes géologiques anciens, donc là, on est plutôt dans le domaine du paléomagnétisme. Donc l'archéomagnétisme, donc rapport de l'archéomagnétisme à la caractérisation des variations temporelles du champ magnétique terrestre est majeur. Donc ça, bien sûr, parce que l'archéomagnétisme vous donne une idée sur le champ magnétique ambiant, presque actuel, quelque chose. Donc le champ va être parallèle au champ magnétique induit. La même chose pour les volcans, qui est la relation facile de donc le refroidissement, le volcan va devenir une roche, il va acquérir, bien sûr, c'est une roche ductile qui va devenir solide, voilà, et qui va acquérir une alimentation particulière. Pour le paléomagnétisme, donc on vous dit que ça, c'est pour aller pour des problèmes tectoniques, on a des problèmes d'hydrogéologie profonde, des problèmes de circulation de fluides visqueux ou de migration de fluides à des échelles temporelles assez larges, des millions d'années. Donc là, on vous dit ici, contrairement à l'archéomagnétisme, le paléomagnétisme passe d'une échelle de temps de quelques millénaires, voilà, à au temps géologique, ça a des millions d'années. Donc maintenant, exemple d'application du paléomagnétisme, c'est les gens où c'est là où généralement la roche subit des transformations assez larges, et c'est là où on a des intensités de champ qui sont élevées par rapport à d'autres domaines. Donc ici, on dit comme exemple le bassin de Shelif. Le bassin de Shelif et la Métigia, c'est des zones connues. Et sismiquement, c'est des zones, on est à la limite des plaques, c'est des zones très très actives et c'est des zones qui produisent de l'arséisme. Le bassin de Shelif a produit le séisme de l'Asnan du 10 octobre 1980. C'était l'un des plus grands, l'un des plus larges séismes qui s'est produit dans le bassin méditerranéen. Donc c'était un séisme de magnitude 7.1. Et vous avez aussi la Métigia, qui a le potentiel, la Métigia qui est connu par ces larges structures et qui a le potentiel de générer un séisme égal ou même supérieur à celui de Shelif. Donc là, c'est des travaux de Dadder et Hall. Dadder, c'est un collègue de travail. Donc lorsque j'étais au CRAG, au Centre de recherche en astronomie, astrophysique et géophysique de Bouzelea, donc Dadder et Hall, c'était un collègue qui travaillait sur le paléomagnétisme. Donc lui et son équipe ont fait un travail sur le paléomagnétisme qu'on a utilisé ensuite là. Donc le travail de Dadder et Hall, c'est un travail assez remarquable. Donc il a pris des échantillons de roches, le bassin Tachelif. Donc un amelfort, c'est ce qu'on appelle les vecteurs d'inclinaison magnétique. C'est l'inclinaison du champ magnétique. Et à partir de là, il a restitué l'orientation du champ magnétique, du moment de la formation de la roche jusqu'à aujourd'hui. Voilà. Donc le bassin de Shelif, c'est un petit peu l'orientation du champ magnétique. Donc à partir des mesures d'inclinaison
d'inclinaison de champ. C'est des mesures de. Donc, il a pris des échantillons, par exemple, de etc. Il les a analysés au laboratoire. Il a déduit l'élémentation rémanente de chaque type de roche. Et à partir de là, il a calculé ou il a évalué l'intensité, ce diagramme, ces vecteurs de champ, l'orientation du champ magnétique depuis la convergence, depuis les convergences des deux plaques tectoniques jusqu'à aujourd'hui. Peut-être la convergence fait le double. Donc, c'est des échelles assez larges aussi. Donc, qu'est-ce qu'on remarque ici? Tout simplement, on remarque, on remarque que vous avez une certaine rotation de champ. Donc là, vous avez une rotation de champ. Si vous suivez ici, les flèches noires, c'est parce que c'est des points de mesure. Donc, il a des points d'appui pour voir est-ce que les données sont remettre. Mais noir, voilà. Ici, hop, hop. Mais dès qu'on va vers le sud, on est en train de voir qu'il existe une rotation. Donc, le champ paléomagnétique subit une rotation ici. La même chose ici aussi. Donc, on a, voilà, hop. Le champ paléomagnétique subit aussi une rotation. Si on va plus loin, c'est la même chose ici. Donc, le champ paléomagnétique subit une rotation, voilà. Donc, vous avez ce qu'on appelle des blocs de rotation. Donc, à partir de là, derrière on dit que, hop, c'est vrai que la plaque Afrique et la plaque Europe convergent, mais la bande de déformation, c'est compliqué. Parce que quand on a une convergence, quand on a des traits qui sont les mêmes, c'est-à-dire des directions qui seront parallèles à la direction de convergence des deux plaques. Mais là, on voit que la bande de déformation, il y a des rotations. Il y a des rotations. Et ces rotations, c'est des rotations de blocs tectoniques aussi. C'est qu'on a deux plaques tectoniques bas, mais on a des blocs tectoniques qui subissent une rotation. Vous voyez ici, donc qui subissent une rotation. Donc le bassin de Shérif est associé à deux blocs, c'est-à-dire qu'il est distribué en blocs. Le Shérif a une plaque tectonique, mais c'est des blocs tectoniques qui subissent une rotation. Qui m'a des blocs tectoniques, qu'on appelle des bookshelf models, qui m'a des bouquins. Quand je mets des bouquins, par exemple, comme كتابات تحطهم في القجر تاعكم تحطهم بالينيهم غير تابيو من الفوق ils vont donc c'est الكتابات هذوك ils vont subir une rotation. Donc cette rotation va faire que ces blocs tectoniques vont bouger et vont produire des séites. Voilà. C'est pour ça que les failles هنا sont distribuées en échelons. Les failles que نشوفهم في la région تاع شلب جايين هكذا en échelon. Donc on voit que à partir des données paléomagnétiques, on voit qu'en fait, c'est vrai que les deux plaques tectoniques, les deux Afrique et Europe convergent, mais dès la convergence arrive, la bande de déformation là, les choses sont un petit peu plus compliquées. Et on le voit de par le paléomagnétique. On réussit à restituer l'histoire de ces blocs tectoniques et on voit que depuis des millions d'années de cela jusqu'à aujourd'hui, les plaques tectoniques sont en train de bouger. Voilà. Donc, ils subissent des rotations. Ils subissent des rotations. Ici, voilà. Donc, c'est ce genre de bloc tectonique. Ça, c'est très, très important. C'est-à-dire que, je suis plaque Guadem, et c'est des blocs, et chaque bloc a sa propre histoire et son propre potentiel sismique. Voilà. La même chose aussi, l'inclinaison, quand tu fais vous voyez qu'on a, de par les vecteurs inclinaison, on a aussi une certaine rotation, et qui se voit mieux ici. Parce que, derrière, on restituait le champ magnétique, le vecteur magnétique principal, donc on voit très bien ici que les rotations sont réelles. Et c'est des rotations horaires. Ce n'est pas des rotations horaires, c'est au sens des aiguilles du monde. Donc c'est des rotations horaires, comme on le voit ici, voilà, dans le sens des aiguilles du monde. On va aller plus loin. Donc après ce travail, la même équipe a fait un travail sur le bassin de la Métidja. Donc ils ont cumulé, plus que je le fais donc cumulé, puisque les bassins, c'est des bassins déjà liés à la même limite de plaque et c'est des bassins à peu près semblables. Hein. En termes tectoniques, sur les tectonomorphologiques, on a à peu près la même morphologie. Donc, ils ont quand même réussi à voir que c'est la même chose aussi, que les blocs tectoniques ne sont pas propres à la région de Chelem, mais aussi la région de la Mitidja et la région de l'Oran à une intensité moindre, régie en termes de blocs tectoniques qui subissent des rotations. حاجه واحده اخرى سي كو هنا peut-être des séismes plus importants. Donc le risque sismique la zone de la Mitidja il est très très élevé. On le voit par rapport, on voit à partir des données paléométriques
que les blocs tectoniques ici subissent des rotations aussi assez larges. Voilà, je pense qu'on va terminer ici. Et on continue la semaine prochaine, on va continuer sur la prospection magnétique. On la deuxième partie. On va démarrer, si on peut démarrer un exercice de TD ou là,